Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cartech Le Mag. Cette semaine, nous sommes au Challenge Bibendum. Le Challenge Bibendum, c'est quoi? C'est le salon des technologies propres organisé par Michelin. Un bon moyen pour y voir un peu plus clair parmi toutes les nouveautés de ce domaine. Et on va commencer par une sportive électrique, la Boxster E. On s'intéressera ensuite aux nouveautés du pneu qui permettront de moins consommer à l'avenir. Et enfin, Audi et une A3 qui roulent au gaz de synthèse. Et l'essai de la semaine, c'est la Hyundai Genesis. Après l'hybride, Porsche s'intéresse donc à l'électrique avec cette Boxster E. Une Boxster pas vraiment sportive puisqu'elle possède seulement un moteur de 120 chevaux. Mais ça lui permet quand même d'avoir des performances correctes. Un moteur situé sur l'axe arrière. On va tout de suite faire un petit tour à bord pour avoir les premières impressions. Alors comme je vous le disais, les accélérations ne sont pas énormes, on n'a pas une grosse motorisation. Le 0 à 100 se fait en 9 secondes 8. La vitesse de pointe est aux alentours de 160 km/h. En revanche, on a une autonomie qui est correcte pour la configuration de 170 km. Et comme c'est une Porsche et qu'une Porsche, ça fait du bruit, on a un petit bouton qui permet d'activer un son fictif, une imitation d'un V8. C'est assez sympa. Il existe aussi un autre prototype avec une motorisation 2 fois plus puissante et là les performances sont égales à la version thermique et là j'espère que cette fois-ci on aura un jour de la conduire. Nous sommes maintenant sur le stand Michelin et on va s'intéresser aux pneus verts avec Pascal Coinon qui est responsable de la communication technique. Alors Pascal Coinon, qu'est-ce qu'un pneu vert? Qu'est-ce qu'il apporte pour un consommateur? Bonjour. En fait, pour comprendre le pneu vert, il y a 2 ou 3 choses à avoir en tête. La première, c'est de se rendre compte qu'un pneumatique, ça consomme 20% du carburant que vous mettez dans un véhicule. Donc 1 plein sur 5, c'est pour le pneu. La deuxième chose, c'est quand on regarde le cycle de vie, l'entièreté, je dirais, de l'impact du pneu sur l'environnement, plus de 85% de son impact vient pendant son utilisation. Donc c'est pour ça que quand on parle de pneu vert, quand on veut vraiment améliorer la contribution du pneu à l'environnement, il faut bien regarder en fait sa contribution pendant le moment qu'il est utilisé sur le véhicule. Et ça, il y a un paramètre très important qui s'appelle la résistance au roulement et qui est en fait la mesure de l'échauffement du pneu pendant qu'il est utilisé. Alors concrètement, de quoi est constitué un pneu vert? Qu'est-ce qui le différencie d'un pneu classique d'un point de vue de sa composition? Dans le pneu, il y a plus de 200 matériaux différents. Il y a du textile, il y a du métal et il y a des gommes. Et en fait, il faut essayer de voir comment développer des nouveaux matériaux qui chauffent moins. Une des choses un petit peu connues, je dirais, dans le domaine du pneu, c'est l'introduction ou le remplacement d'une partie du noir de carbone qui chauffait beaucoup par de la silice. Et avec ce matériau-là, on était capable à la fois de diminuer la consommation tout en maintenant la sécurité du pneu à travers une bonne adhérence. On va parler maintenant du pneu en général, pas seulement du pneu vert. Vous avez des projets sur les tailles de pneus notamment. Est-ce que vous pouvez nous en parler? On voit des possibilités avec soit des pneus beaucoup plus petits ou beaucoup plus grands. Les pneus plus petits, l'intérêt c'est en fait d'utiliser moins de matière et d'avoir des pneus qui sont plus légers. Ces solutions-là, on les envisage plutôt pour des véhicules urbains, des véhicules électriques. L'économie en termes de masse, aussi bien sur le pneu que sur la jante, vous pouvez gagner 15 kg. 15 kg sur un véhicule, ce qui est énorme quand on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé juste pour économiser quelques centaines de grammes. Et puis dans le cas de véhicules qui seraient plutôt grands routiers, là on regarde des solutions qui seraient avec des pneus peut-être plus grands,
des tailles typiques 19-20 pouces, mais par contre plus étroits. Et là aussi, avec un pneu plus étroit, vous pouvez être plus efficace en termes de matière. Et puis, on commence à regarder aussi l'influence de l'aérodynamique. Le pneu étant moins large, il est plus intéressant dans le profil aérodynamique du véhicule. Et ça, c'est quelque chose aussi que l'on travaille avec le constructeur automobile. Nous sommes maintenant devant une Audi A3, une Audi A3 qui a tout d'un modèle de série, la ligne, même la motorisation, un Lifia TFSI, mais la grosse différence c'est qu'elle peut fonctionner au gaz de synthèse, un gaz qui est produit de manière tout à fait verte puisqu'on utilise de l'électricité produite à partir d'éoliennes. Surtout que pour produire ce gaz, on utilise un processus qui capte le CO2 de l'air puis le rejette lors de sa combustion. C'est donc un cycle tout à fait fermé. Audi a mis en place toute cette chaîne écologique et revendique des émissions totales du cul à la roue de moins de 30 grammes de CO2, soit l'équivalent d'une électrique avec ici beaucoup plus de souplesse. À bord, la seule différence, c'est la présence de deux jauges sur le tableau de bord, l'une pour le réservoir d'essence classique et l'autre pour le gaz. Le réservoir est situé à l'arrière sous le coffre. En conduite, rien de différent, on n'entend pas du tout le passage de l'un à l'autre. Le démarrage se fait tout le temps à l'essence, comme sur une voiture au GPL par exemple. Et ensuite, la commutation se fait automatiquement et quand il n'y a plus de gaz, on passe à l'essence. Audi affirme qu'en 2013, lorsqu'elle sortira, sa production de méthane de synthèse propre donc permettra de faire rouler 1500 véhicules. La Hyundai Genesis est commercialisée depuis quelques temps aux États-Unis, elle arrive enfin en Europe. C'est un modèle qui ne manque pas d'intérêt, comme vous voyez déjà avec la ligne. C'est une propulsion avec un vrai moteur, une voiture vraiment qui ne manque pas d'intérêt puisque son prix est très attractif. Alors cette ligne, ça n'a rien à voir avec le design des coréennes d'il y a quelques années, qui était assez insipide, qu'on remarquait à peine. Ici, c'est un beau coupé avec un design original, un coupé très bas, très élancé. Alors c'est un coupé de 4,60 m, 2+2, 2 places à l'avant, 2 places à l'arrière, avec un coffre qui est quand même assez grand, on va voir. Alors sa contenance est quand même assez importante, seul problème, l'accessibilité, c'est assez étroit, le coffre est tout en longueur. Alors l'intérieur, la finition est bien sûr en progrès, comme pas mal de Hyundai. La présentation est assez originale, c'est plutôt sobre. On a une ergonomie qui est excellente. On a un minimum de boutons sur la console ou sur le volant. Chacun a sa fonction propre. C'est vraiment très facile à prendre en main. La position de conduite est excellente, vraiment typée sportive. Bon, quelques petites lacunes de finition, des plastiques durs par-ci par-là. Mais bon, pour le tarif, on va pas trop s'en plaindre. Le système de navigation, c'est un système seconde monde qui a été adapté. C'est pas vraiment concluant puisqu'on n'a aucun raccourci au volant. Les fonctions sont pas toujours vraiment convaincantes. On a notamment un système Bluetooth qui marche pas très bien. La connexion iPod, elle, est vraiment efficace, aucun problème. Et puis surtout, la cartographie manque clairement de lisibilité. À l'arrière, l'espace n'est pas dément, on a le strict minimum pour les jambes. En hauteur, c'est assez limité, ça se réservera donc aux petits gabarits. En revanche, ce qu'on peut apprécier, c'est la luminosité.
La lunette arrière remonte assez loin, ce qui permet d'offrir une bonne lumière dans tout l'habitacle et ça c'est appréciable même à l'avant. C'est une sportive qui ménage quand même le confort de ses occupants puisqu'elle n'est pas aussi affûtée que sa concurrente, la Nissan 370Z. La suspension reste quand même plutôt confortable, même si elle offre quand même des bonnes prestations sportives. Un petit bémol quand même, en ville, les petites aspérités ne sont pas toujours très bien filtrées. Autre petit reproche, la direction est parfois un peu flottante, pas toujours très communicante. La motorisation ici, c'est le V6 de 300 chevaux, le gros bloc, plein à tous les régimes, très agréable, très puissant. Il est servi par une boîte automatique ZF à 6 rapports, très bien, c'est une bonne surprise, avec des commandes au volant qui permet des passages plutôt rapides. Et vraiment pour se faire plaisir jusqu'au bout, on a un ESP qui est désactivable totalement. Je vous ai parlé plusieurs fois de son prix, eh bien il est de 36 000 €. 36 000 € pour un gros coupé avec un moteur V6, c'est difficile de trouver mieux. On restera donc sur cette bonne impression d'excellent rapport plaisir-prix. Et c'est devant ce concept électrique Peugeot X1 que se termine ce mag. Rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, toutes les news, tous les essais sur cartech.fr.